Bonjour et bienvenue à la FM Télévision dans le cadre de cette émission exclusive avec le docteur Mike Jacktan. Il est candidat président de la République au Gabon. Avec lui, nous allons parler des questions d'actualité. Je ne suis pas seule sur ce plateau avec mes confrères que je vais d'ici là présenter. Avant toute chose, bonjour docteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est moi qui suis l'homme le plus heureux d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Je ne suis pas seule, je suis avec Elvis Métis, qui est également journaliste à la FM Télévision. Bonjour. Et de l'autre côté, il y a Alain Goma, journaliste également à la FM Télévision. Bonjour. Bonjour. Docteur, comme je le disais, c'est pour nous un plaisir de recevoir les candidats présidents de la République du Gabon. D'aucuns ne cesseraient de se poser la question qui est le docteur Mike Jacktan. Avant de passer au questionnaire, je vais donner une petite présentation du docteur Mike Jacktan. Il faut savoir qu'il est le premier évêque du milieu non catholique au Gabon, c'est-à-dire le milieu protestant. S'agissant de son parcours politique, le docteur Mike Jacktan a été conseiller personnel du président Omar Bongo, également directeur de cabinet adjoint toujours du président Omar Bongo au cabinet civil bien sûr. Il a également été directeur des campagnes de M. André Mba Ombal à l'élection présidentielle de 2009. Également membre du directoire des campagnes de M. Jean Ping qui était candidat à l'élection présidentielle de 2016. Le docteur Mike Jacktan était également vice-président de l'Union nationale. C'est un parti qui était le tout premier parti de l'opposition au Gabon. En février 2023, le docteur Mike Jacktan a été nominé parmi les 100 personnalités les plus influentes de l'Afrique par une structure américaine, Reputation Pool. Et enfin, il est aujourd'hui président, leader du parti Gabon Nouveau et également candidat à l'élection présidentielle du Gabon en 2023. C'est tout pour la présentation, j'espère. Oui, merci. Je pense que c'est assez juste. Vraiment, merci beaucoup. Comme je le disais, nous sommes avec les candidats à l'élection présidentielle Mike Jacktan. Monsieur Mike, un Gabonais s'élève aujourd'hui et se pose la question: pourquoi M. Mike Jacktan veut-il diriger les Gabon? C'est-à-dire pourquoi vous avez choisi d'être président du Gabon? Écoutez, j'exerce le leadership depuis un peu plus d'une trentaine d'années maintenant. D'abord en tant que pasteur, puis en tant qu'évêque. Et je suis confronté quotidiennement à la difficile réalité de mes compatriotes. Je pense que le problème de notre pays, c'est la faiblesse de son leadership. C'est ce leadership-là que je veux apporter à mon pays, le Gabon, qui, de mon point de vue, en a tellement besoin. Le Gabon est un pays extrêmement riche. Riche 3 fois. Riche de son sous-sol, riche de son sol. Dans le sous-sol, nous avons toutes sortes de minerais. Nous avons du pétrole, nous avons du manganèse, pour ne citer que cela, du nobium. Riche de son sol parce que la terre gabonaise est extrêmement fertile. Vous savez que nous sommes situés sur l'équateur. Il y a suffisamment de soleil et il y a aussi suffisamment de pluie. Et puis le Gabon est riche aussi de sa population. Les Gabonais sont un peuple formidable. Donc nous sommes riches 3 fois, mais en même temps, nous vivons une tragédie. La grande majorité des Gabonais, près de 30%, vivent en dessous du seuil de pauvreté, du seuil d'extrême pauvreté. C'est-à-dire avec moins de 680 francs CFA par jour et par famille, moins de 1 dollar en fait. Voilà notre situation. Et face à ça, j'ai considéré que je ne pouvais pas rester insensible. Je me suis levé, j'ai pris mes responsabilités parce que le Gabon est éternel, parce que j'aime mon pays et que je crois que mon pays mérite mieux que ce qui lui a été donné jusqu'à présent. Vraiment. Et le succès de l'actuel président Ali Bongo ne vous fait pas trembler en tant que candidat?
Écoutez, nous sommes en face d'un pouvoir qui est en place au Gabon depuis près de 60 ans. Au bout de 60 ans, il y a l'usure du pouvoir. Même si on a bien fait, okay, au bout de 60 ans, la population aspire de toutes les façons à autre chose. Il se trouve que le bilan de ces 60 dernières années est assez mitigé, il est faible. Les Gabonais aspirent de toutes les façons à autre chose et c'est pour répondre aux attentes des Gabonais que je me suis levé. Maintenant, vous comprenez que ma candidature n'est pas une candidature contre quelqu'un, elle est une candidature en faveur du peuple gabonais. Vraiment, pour ne pas monopoliser la parole, je ne suis pas seule, je vais laisser la place à Elvis Métis pour quelques questions. Merci beaucoup Fifi Kalumbwe. Docteur Mike Jordan, vous avez plutôt un parcours politique à maturité, dont je précise aussi que vous fûtes un leader de la société civile. Mais est-ce que, en tant que candidat, quelles sont les valeurs que vous vous êtes engagé et qui constituent réellement votre leitmotiv? En fait, le triptyque, ou disons les valeurs dont j'ai fait la promotion au sein du parti Gabon Nouveau, c'est liberté, travail, progrès, ou encore modernité. Ce sont les trois valeurs que je présente et que j'essaye de transmettre aux leaders du parti Gabon Nouveau que je dirige. Je suis fondamentalement pour que toutes les libertés soient respectées, de la liberté de la presse à la liberté religieuse, à la liberté d'entreprendre, à la liberté d'être propriétaire. Je suis pour toutes ces libertés. Ensuite, je crois fortement en la valeur travail. L'une des missions importantes que je m'assignerai lorsque je serai à la direction du pays, c'est de remettre les Gabonais au travail. Et quand on parle de mettre les Gabonais au travail, on fait référence aussi à une société qui est fondée sur le mérite. Les gens doivent mériter positivement ce qu'on leur donne et naturellement l'état de droit, okay, qui indique que les gens aussi doivent être sanctionnés lorsqu'ils n'ont pas fait correctement ce qu'ils avaient à faire. Et puis enfin le progrès, okay, la modernité, l'innovation. On vit dans un monde qui est en mutation constante et nous devons nous adapter à ces mutations. Réellement, vous avez largement un bon projet pour votre pays, mais en quoi repose réellement votre vision et votre motivation? Bon, trois piliers principaux. La transformation de la gouvernance, la transformation de l'économie, la transformation sociale. Alors, je vais demander un peu de temps pour expliquer. Allez-y. Dans le cadre de la transformation de la gouvernance, il y a des mesures phares que je veux prendre. 1. La limitation du nombre de mandats pour tous les élus. Ça va du président de la République au maire. Limitation à 2. Parce que, effectivement, je pense qu'après 2 mandats, on doit pouvoir céder la place à d'autres parce qu'il faut un renouvellement perpétuel de la classe politique. Non cumul des mandats. Ça veut dire que quand quelqu'un exerce une fonction d'État, une fonction que l'État lui octroie, il ne peut en exercer qu'une seule à la fois. Sous mon magistère, il n'y aura plus de ministres, députés, maires, présidents de conseil d'administration. Une personne, un poste. Toujours dans le cadre de la transformation de la gouvernance, qu'il y ait des institutions fortes et non pas des personnes ou des personnalités fortes, institutions fortes,
et au final, de ce que je veux dire ici aujourd'hui, briser, tordre le cou, casser la chaîne de corruption. Alors c'est important que vous sachiez que récemment au Gabon, il y a eu un audit qui a été demandé par le président de la République, Ali Bongo. Donc une commission a été créée, une task force. Et on s'est rendu compte que 70% de la dette intérieure était composée de marchés fictifs ou de surfacturation. Vous comprenez, pour aller plus loin et aller plus vite, il faut casser cette chaîne de corruption. Alors, transformation de l'économie, il faut que l'on sorte de l'économie de la cueillette dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le Gabon, c'est un pays extrêmement riche, comme je dis, beaucoup de choses dans le sous-sol. Mais ces choses qui sont dans le sous-sol ou sur le sol, nous devons non pas les vendre en tant que matière brute, mais nous devons apprendre à les transformer localement. Je prends l'exemple du pétrole. Le Gabon est un des grands producteurs de pétrole en Afrique. Sauf que le Gabon achète le carburant au Togo qui, lui, ne produit pas de pétrole. C'est quelque chose de parfaitement invraisemblable. Maintenant, nous gagnons beaucoup d'argent en tant qu'État en vendant le pétrole brut. Mais on en gagnerait beaucoup plus si on vendait du pétrole raffiné. C'est-à-dire si on transformait le pétrole de façon à ce que la valeur ajoutée reste chez nous. Parce qu'il est question effectivement d'accroître la richesse nationale pour pouvoir attaquer le troisième volet qui est le mien, la transformation sociale. Mais toujours dans le cadre de la transformation de l'économie, il faut diversifier. Aujourd'hui, par exemple, le Gabon produit 4% de ce qu'il consomme. 96% vient de l'extérieur. Je parle de sa nourriture. Le Gabon n'est pas autosuffisant sur le plan alimentaire. Donc naturellement, diversification de l'économie, il faut qu'on mette les Gabonais au travail agricole. Et quand on parle d'agriculture, je ne parle pas seulement du fait de semer et de récolter, mais je parle aussi du fait de transformer. Parce qu'il faut effectivement maintenir la valeur ajoutée sur le territoire national. Bon, j'aurais pu prendre l'exemple du manganèse. Le Gabon est le deuxième producteur mondial de manganèse. Au lieu d'exporter le manganèse, on peut exporter des batteries, on peut exporter des piles. J'aurais pu parler du bois. Vous savez que le Gabon est un pays très riche en bois. Il y a des bois précieux d'ailleurs qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Mais le principe, c'est de ne pas vendre le bois sous forme de grumes ou encore de ne pas le vendre au premier stade de transformation, c'est-à-dire contreplaqué, plaquage ou sciage. On doit pouvoir fabriquer des meubles, on doit pouvoir créer des produits du bois qui seraient ensuite exportés au reste du monde. Donc la transformation de l'économie, c'est cela. C'est faire en sorte à ce que la valeur ajoutée reste dans le pays pour créer plus de richesses. Et puis, la transformation sociale. 30% de la population gabonaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Il faut résoudre cette question. Alors, je réfléchis actuellement à ce que j'appellerais une allocation solidarité qui permettrait aux gens qui sont véritablement à la recherche d'un emploi de bénéficier d'une allocation qui leur permette dans cette période-là d'avoir le minimum, le minimum vital. Le minimum vital, c'est un toit, c'est pouvoir se soigner, pouvoir se nourrir et pouvoir envoyer les enfants quand on en a à l'école. Donc il faut créer un mécanisme pour cela. Et puis l'autre chose, c'est les services publics doivent être rendus à moindre coût, mais avec un niveau de performance supérieur. Je pense par exemple à la santé. Dans le domaine de la santé, je pense que l'on pourrait envisager effectivement que tous les retraités soient soignés gratuitement. Qu'on pourrait envisager que les enfants
de moins de 5 ans soient soignés gratuitement. Bon, on me posera la question, mais qui va payer? Ceux qui vont payer, ce sont ceux qui sont dans la vie active, ceux qui travaillent. Mais je pense que c'est possible d'avoir des hôpitaux avec un plateau technique performant, avec un nombre de médecins supérieur à celui que nous avons, qui offrirait un service de qualité pour que quand les gens sont malades, qu'ils n'aient plus besoin de s'expatrier pour recevoir des soins. On a vraiment compris en détail c'est quoi votre vision, mais pour ne pas monopoliser la parole, j'ai une petite dernière question. Le Gabon est un grand pays. Et vous aussi, en tant qu'individu, malgré ces grands cahiers de charges ou ces robustes cahiers de charges, vous avez des priorités. Est-ce que vous pouvez nous le faire comprendre? Oui, les 5 priorités, ou disons les 5 secteurs prioritaires, la santé, et j'en ai parlé légèrement tout à l'heure, l'éducation, parce que la première richesse d'un pays, c'est sa population. Et cette population, pour qu'on en tire le meilleur des profits, il faut qu'elle vive au maximum de son potentiel. Ça passe par une éducation sérieuse, ça passe par une éducation de qualité. Et dans l'éducation, d'ailleurs, je tiens à le dire, il faut que l'on... Bon, l'éducation générale, mais il faut aussi programmer d'avance la formation professionnelle pour permettre que ceux qui, dans le processus de leur éducation, se sont perdus quelque part, qu'ils puissent se rattraper, okay, pour apprendre un métier qui leur permette d'être des citoyens responsables, d'être des pères de famille responsables. Dans le cadre de l'éducation, par exemple, je veux réinstaurer les internats, parce que les internats publics, okay, ça c'est pour aussi éviter l'exode rural, c'est aussi pour permettre que les enfants ne restent pas trop loin de leur village, mais qu'en même temps, ils puissent bénéficier d'une formation, de qualité. Je suis pour la restauration des bourses, déjà dans le secondaire. Okay. Moi, j'ai grandi avec la bourse de l'État pendant que j'étais au secondaire, pour peu que j'avais la moyenne, et j'avais toujours la moyenne d'ailleurs. Donc, je bénéficiais de cette bourse. Ça venait comme une aide, surtout pour les familles très défavorisées. Et puis, en ce qui concerne les bourses du supérieur, je veux introduire une notion qui me paraît très importante. Aujourd'hui, les bourses sont données sur la base du mérite scolaire. Et je pense que c'est important, effectivement, qu'on récompense les meilleurs. Mais on doit absolument introduire un autre critère, qui est le critère du statut social. Par exemple, je pense qu'un enfant d'une dame de ménage qui a 12 de moyenne doit être prioritaire, okay, sur l'enfant du ministre des Finances qui a 15 de moyenne. Parce que le ministre des Finances est capable de prendre en charge la scolarité de ses enfants et la dame de ménage ne l'est pas, et que cet enfant, pour avoir 12 de moyenne, certainement étudie dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, défavorables. J'entends parler de ces enfants qui, le soir, pour étudier, doivent sortir de la maison et aller se mettre sous un lampadaire parce qu'il n'y a pas d'électricité à la maison. Donc, je reprends: santé, éducation, agriculture, mes 5 secteurs prioritaires. Santé, éducation, agriculture, infrastructure. Parce que vous comprenez que si le Gabon est un pays sous-développé, nos pays sont des pays sous-développés. Pas parce que culturellement nous sommes en retard, nous sommes sous-développés parce qu'il nous manque les infrastructures. Donc il faut créer les infrastructures. Les infrastructures, c'est les aéroports, c'est les écoles, c'est les centres commerciaux, c'est le train, c'est les voies ferrées. 4 domaines prioritaires ou 5? Là, on est à 4. Je suis en train de donner le 4e. Okay. Le 5e, c'est l'eau et l'énergie. Vous comprenez qu'on ne peut pas parler de développement si on n'a pas accès à l'eau potable et si on n'a pas accès à l'énergie. Et aujourd'hui, pour résoudre les questions d'énergie et les questions d'eau potable, ce n'est qu'un problème budgétaire. Pour régler le problème d'approvisionnement de l'eau dans un pays comme le Gabon,
c'est à peu près 50 milliards de francs CFA. C'est pas beaucoup. Le Gabon peut se l'offrir. Maintenant, le problème de l'énergie, c'est un peu plus complexe. Mais sans vouloir être technique, avec les experts qui m'accompagnent, nous pensons avoir des solutions pour électrifier l'ensemble du Gabon sur une période de 10 ans. Ce n'est pas le 5 chantiers du président de la République, de l'ex-président Joseph Kabila que vous avez fait référence comme projet ou encore que vous avez fait allusion, puisque en parlant de 5 domaines prioritaires, lui aussi parlait des 5 chantiers. Je finis par là. Vous savez que je m'intéresse à la politique africaine et particulièrement à la politique qui est menée ici en République démocratique du Congo. Mais mon projet peut s'inspirer de ce qui se fait de bien dans les autres pays, mais mon projet, c'est d'abord un projet pour le Gabon. Donc j'ai évalué la situation, province par province, ville par ville. Dans les villes, je vais de quartier en quartier. Dans chaque quartier, je rentre dans les maisons des particuliers, village par village. Donc je connais la situation du Gabon et c'est après avoir écouté les Gabonais, c'est après avoir vu de mes propres yeux que j'ai défini ces 5 chantiers, ces 5 secteurs prioritaires. Disons que je ne veux pas, lorsque je serai à la gestion du pays, être perturbé, être distrait par les urgences. Okay, je comprends qu'il y a des urgences et nous devons savoir faire face aux urgences, mais un pays se dirige avec des priorités. Ce sont les 5 que j'ai définis et ce sont les 5 qui vont guider mon action. Merci beaucoup, docteur. Merci, Fifi Kalumba. Merci beaucoup, Edvis Meti. Docteur Mike Jackson, j'ai suivi vos priorités. Ça tourne beaucoup plus sur l'amélioration des conditions sociales de la population gabonaise. Peut-on savoir comment voyez-vous l'avenir politique du Gabon avec ou sans vous comme président de la République? Écoutez, j'aspire à la plus haute charge pour être au service de tous les Gabonais. J'ai une offre politique, économique et sociale qui est innovante, qui est moderne et qui, j'en suis sûr, est aussi performante, qui va permettre de changer radicalement le Gabon et de le positionner, en fait, de le mettre en situation de pouvoir se développer pour ensuite jouer le rôle qu'il doit jouer dans le concert des nations. Alors, avec le régime actuel, qui est là depuis près de 60 ans, il n'y a pas grand-chose à attendre. Vous savez, on juge le maçon au pied du mur. Ils sont au pied du mur depuis 60 ans, donc ils ne peuvent plus nous surprendre. J'ai indiqué que leur bilan est mitigé, que leur bilan est faible. Ils ont peut-être fait de leur mieux, mais il faut que maintenant on tourne cette page et qu'on fasse autre chose pour le Gabon. Alors, je veux incarner cette nouvelle espérance, je veux incarner cet espoir pour mon pays. Maintenant, ce que je souhaite, puisque les élections sont dans quelques mois, ce que je souhaite, c'est que nous ayons des élections apaisées et que ces élections ne soient pas l'occasion de plonger le pays dans le chaos, dans toutes sortes de violences. Mais pour qu'on arrive à ça, il doit y avoir un partenariat, il doit y avoir un accord, aussi bien de nous, de moi qui suis dans l'opposition, que de ceux d'en face. Il faut qu'on soit d'accord pour dire que notre Gabon vaut mieux que nos ambitions personnelles ou notre volonté soit de nous maintenir, soit d'accéder. Mais après, ça doit se faire autour de la justice, ça doit se faire autour du droit, ça doit se faire autour de la vérité. Et jusque-là, le déroulement du processus électoral vous inspire confiance qu'il y aura des élections bel et bien liées dans de très bonnes conditions? Je suis très inquiet parce que tous les signaux qui nous sont envoyés quotidiennement sont des signaux alarmants. Mais je crois au Gabon
Et je veux croire que dans les semaines, les jours qui vont venir, que ceux qui sont en charge de ce processus vont se ressaisir. Nous avons un problème, par exemple, aujourd'hui. Le calendrier électoral est le secret le mieux gardé en République gabonaise. Il n'y a que, certainement, le ministre de l'Intérieur, le président de la CGE et le président de la République qui savent de façon précise quel est le calendrier, les dates de dépôt de candidature, le jour précis de l'élection. Okay? La Constitution encadre cela. Okay? Par la lecture des textes constitutionnels, nous savons la période, mais nous n'avons pas le calendrier précis. Et ça, je le déplore et je le dénonce. Vraiment. Je vais donner la parole à Alain Goma pour quelques questions également. Alain, vous avez la parole. Merci beaucoup. Docteur Mike, je vous ai suivi minutieusement. Je commence par une de votre réponses. Vous avez dit que le Gabon a un leadership faible. Vous avez été aux côtés d'Omar Bongo. Donc s'il faudra partager cette faiblesse de leadership, vous en faites partie parce que vous étiez son conseiller personnel en suivant la présentation. J'ajoute directement une deuxième question pour que vous répondiez une fois pour toutes. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été aux côtés du papa, mais vous laissez l'enfant ou le fils sombrer seul en vous entendre parler parce que vous avez dit que ça fait 60 ans que ce régime est en place? Alors déjà, j'aimerais que vous acceptiez le fait que les conseillers ne sont pas les payeurs. On conseille un président de la République, mais ensuite, c'est lui qui prend les décisions. Le niveau de responsabilité que j'ai exercé au Gabon ne me permet pas de me sentir responsable ou de me sentir comptable de ce qui s'est fait. Ma présence aux côtés du président Bongo m'a permis de donner mes avis, de donner les conseils que j'ai donnés, mais ne m'a pas permis de prendre des décisions à sa place. Maintenant, pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu accompagner Ali Bongo, le fils que je connais très bien? Mais déjà parce que le Gabon n'est pas une monarchie. Et que lorsque le président Bongo est mort, il y avait déjà une amorce qui avait été engagée pour faire du Gabon une démocratie ou une démocratie vraie. Okay? Vous savez qu'une démocratie se construit. Okay? C'est le président Bongo qui nous a fait sortir du multipartisme pour que nous puissions entrer dans la démocratie multipartiste, avec tout ce qui vient avec. Okay? La possibilité pour les Gabonais de se constituer en parti politique, avec la possibilité pour les médias de s'exprimer en toute liberté, etc. Bon, ce sont des avancées qui ne sont pas suffisantes si on n'arrive pas ensuite à la possibilité d'alternance démocratique par la voie des urnes. Okay? Lorsque le président Bongo est mort, je fais partie de ceux qui pensaient que sa mort devait être l'occasion de faire du Gabon une vraie démocratie. Une démocratie qui pourrait être un modèle pour toute l'Afrique. Et non pas un système ou un jeu politique, okay, qui pérennise le pouvoir familial, le pouvoir de père en fils. Donc je n'ai pas soutenu Ali Bongo en 2009, j'ai soutenu la candidature d'André Mbaoubam parce que je considère que le Gabon n'est pas une monarchie, c'est une république et qu'il n'y a pas qu'une seule famille, okay, qui a la capacité de bien conduire le pays. Et quand je dis cela, je le dis sans porter un jugement de valeur sur la qualité de leur service. Même s'ils ont bien servi le pays, après autant d'années, il faut passer la main à d'autres parce qu'il faut une autre originalité, il faut une autre innovation, il faut une autre méthode. Et c'est ce à quoi les Gabonais aspirent aujourd'hui. Parlons des élections. Je vous ai suivi lors d'une interview, je crois que c'était à Africa 24. Vous avez parlé du PDG, le parti de Ali Bongo, qui n'a jamais remporté les élections, mais qui dirige.
Aujourd'hui, vous êtes à l'opposition et vous devez aller aux élections. Mais apparemment, l'opposition gabonaise est dispersée. Comment pensez-vous affronter ces élections, surtout que vous reconnaissez qu'il y a de la triche à chaque fois qu'il y a élection? Bon, déjà, c'est important que vous sachiez que Mike Joktan n'a jamais été au PDG. J'ai occupé des fonctions hautes, mais je n'ai jamais milité dans le Parti démocratique gabonais. C'est une précision importante pour ceux qui me regardent aujourd'hui. Vous parlez de la dispersion de l'opposition, mais c'est une dispersion qui est orchestrée par les gens du pouvoir. Dans le contexte de notre pays, le Gabon, sont reversés dans l'opposition tous ceux qui n'ont pas été admis dans la majorité présidentielle. Donc, si par exemple vous postulez pour entrer dans la majorité présidentielle et qu'on ne vous accepte pas, on vous reverse automatiquement dans la marmite opposition. Okay? Ça fait que dans l'opposition, les gens se retrouvent sans valeur commune, sans ambition commune, sans méthode commune. Nous avons au Gabon des opposants qui, en même temps qu'ils qui se disent opposants, participent au gouvernement, occupent des fonctions hautes. Nous avons des opposants aujourd'hui qui sont d'accord de partager le pouvoir en ayant été pêchés à la pêche à la ligne avec ceux qui gouvernent. Donc, l'unité de l'opposition, elle n'est pas facile à organiser. Mais moi, je crois qu'il y aura une candidature de très large consensus. Ça veut dire que ceux qui sont vraiment dans l'opposition et qui aspirent vraiment au changement sauront se mettre d'accord autour d'une personnalité forte. J'ai proposé ma personnalité, j'ai proposé mon leadership. Je pense avoir les atouts pour rassembler cette opposition. Enfin, je voudrais que vous sachiez qu'il ne faudrait pas qu'on donne un os à mâcher à l'opposition. Dans quasiment tous les pays du monde, il n'y a jamais eu de candidature unique. Dans le Gabon, mon Gabon, il n'y a jamais eu de candidature unique. La seule fois où il y a eu candidature unique, c'était au temps du parti unique. Okay? Mais depuis que le parti unique est fini, il n'y a jamais eu de candidat unique. Même en France, il n'y a pas de candidat unique de l'opposition. Même en Belgique, il n'y a pas de candidat unique de l'opposition. Au Gabon, en 2016, et c'est avec ça que je vais terminer, au Gabon, en 2016, il y a eu 14 candidats. 2 candidats, c'est-à-dire Ali Bongo et Jean Ping, les deux mis ensemble, à eux seuls, ont fait 98% des suffrages exprimés. Les 12 autres ont partagé les 2% restants. Ça doit vous parler. Ça veut dire que le peuple gabonais est un peuple mature, qui ne se laissera pas, berner, qui ne se laissera pas distraire par des candidatures façon, par des candidatures théâtrales, par des candidatures arrangées, suscitées. Voilà ce que je peux dire. Juste une dernière question. Ces Gabonais qui vous suivent aujourd'hui, s'ils doivent voter pour vous, qu'est-ce qui sera la pièce à conviction pour qu'ils puissent vous donner leur voix? Écoutez, je fais toute ma campagne avec le slogan « Maintenant, servons le Gabon ». Je pense que ça dit tout. Aujourd'hui, tous les Gabonais, nous devons nous rassembler, pas pour se servir soi-même, mais pour servir le Gabon. Et quand le Gabon aura gagné, je le promets, tous les Gabonais aussi auront gagné. Merci beaucoup. Merci Alain Goma. Docteur Mike Jackson, nous sommes arrivés à la fin. Une petite question pour conclure. Il n'y a pas de vie sans eau. Vous vous rappelez de la phrase? Oui, absolument. C'est une déclaration de Siracide. C'est votre dans un des évangiles deutérocanoniques, dans un des textes deutérocanoniques
de l'Ancien Testament. Et quand vous l'utilisez, c'est votre message de campagne ou pourquoi vous l'utilisez? Non, c'est simplement pour indiquer que je vais faire de l'approvisionnement en eau potable une priorité. Parce qu'on ne peut pas vivre décemment si on n'a pas d'eau. Et dans le contexte d'un pays comme le nôtre, nous avons des villages qui sont au bord de l'eau où il n'y a pas d'eau potable. Et ça, c'est scandaleux. Merci beaucoup, Dr Mike Jackson, pour avoir accepté notre interview. Merci. Chers téléspectateurs, c'était un réel plaisir de vous savoir très nombreux sur FM Télévision. Nous avons reçu pour vous le Dr Mike Jackson. Je rappelle qu'il est candidat président à l'élection présidentielle du Gabon. C'est avec lui que nous avons essayé de brosser l'actualité avec Elvis Métis. Merci. Également Alain Goma. Et à vous, chers téléspectateurs, nous vous disions merci et vous fixions rendez-vous toujours sur FM Télévision pour plus d'informations. Merci beaucoup.